Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. On avait déjà organisé une première rencontre avec Agnès de Clerville et Mathieu Sille pour la collection Traversée chez HarperCollins. Mais cette fois, on change de genre, quoique il y a quelques ressemblances peut-être avec les deux ouvrages de la Traversée, avec Claire Favant ce soir pour son ouvrage donc, De nulle part aux éditions HarperCollins qui est sorti le 5 octobre dernier. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et Bonsoir Marie. tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et voilà, Bonsoir Anthony. Marie-Eugène bonsoir. Et Marie-Eugène, donc, qui dirige un petit peu tout ce qui se fait de bien chez HarperCollins, disons-le. Ah bah allez hop, je suis requinquée pour, pour la semaine là. Alors, Bah non Marie, mais eh oui, Marie, on va commencer par toi justement pour nous présenter Claire, donc, pour nous présenter la rencontre avec elle, puisque tu es arrivée juste après, en tout cas quelques temps après qu'elle soit partie de chez Hubert Lafon. Donc là, j'aimerais bien que tu nous expliques déjà comment. Voilà, j'ai coupé le son. Je suis en mode Philippe Catherine et j'ai coupé le son tu remets le son. et je remets le son. Marie, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce parcours de Claire et surtout ce que tu apprécies, notamment dans son écriture, dans sa façon d'aborder les thèmes et les sujets qu'elle met au sein de ses ouvrages. Et évidemment, Claire aura la parole, sera à la défense juste après, bien entendu. On reconnaît bien là l'avocat, enfin le professeur de droit. Bah, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, d'avoir accepté en effet l'invitation d'Anthony pour ces désormais célèbres rencontres auxquelles tous les éditeurs ont envie de participer, je tiens à le dire quand même. En effet, alors moi je m'occupe de la fiction française chez HarperCollins. Très rapidement, HarperCollins, vous connaissez sans doute, c'est une maison qui est anglo-saxonne à l'origine évidemment, qui a 200 ans d'existence aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et c'est une maison qui s'est installée dans le monde entier depuis quelques années, et notamment en France en 2016. Moi, j'ai rejoint la maison en 2019 et il n'y avait pas de catalogue de fiction française à l'époque. J'avais fait mes armes chez Stock pendant 7-8 ans, puis chez Fleuve Noir pendant 4 ans. Fleuve Noir explique la suite. Et il a fallu, à partir d'une page blanche, créer deux catalogues pour ma part. Un catalogue de littérature générale à travers la collection Traversée dont parlait Anthony. Il n'est pas exclu qu'un jour Claire écrive et ait envie d'écrire un livre. Salut le chat pour Traverser. Et le développement de la fiction du polar français au sein d'un catalogue déjà existant, puisque depuis déjà 2-3 ans, il y avait Harper Noir pour l'étranger, notamment, vous le savez, avec Don Winslow, qui était un peu l'auteur phare. C'est un auteur tout, tout catalogue, un auteur mondial pour Harper. Je précise ici que HarperCollins se développe avec une identité propre à chaque territoire dans tous les pays du monde. On ne publie pas tous les livres qui sont publiés dans les autres Harper. Il y a vraiment une identité et un esprit maison dans chaque pays. Claire Favant, c'est très simple. On s'est croisés plusieurs fois pendant quelques années sans se parler vraiment, juste en se croisant, lorsque j'étais moi chez Fleuve Noir et elle chez Robert Laffont. Je précise que Robert Laffont, c'était sa troisième maison, puisque finalement, elle a commencé avec un livre que je pense pour les plus aficionados d'entre vous, vous connaissez, qui est Le Tueur intime aux nouveaux auteurs. C'est le livre qui l'a fait connaître et c'est un livre qui continue à fédérer beaucoup de lecteurs. Et puis ensuite, elle est partie, tu m'arrêtes si je me trompe, Claire, mais au Toucan, puis chez Robert Laffont. Et chez Robert Laffont, notamment, il y a Serre-moi fort, Dompteur d'anges et Inexorable qui ont marqué les esprits. Moi, je l'avais repéré, je m'occupais du catalogue français de Fleuve, avec notamment Franck Tillier, Hervé Comer, Sophie Loubière, Louise May, Sébastien Meyer, plein d'autres auteurs, et puis des auteurs de littérature générale toujours, parce que j'ai toujours un peu fait les deux. Et puis, bah, pour des raisons que vous allez comprendre, c'est que bah, Robert Laffont et Fleuve, c'était le même groupe. Et surtout, on était voisins d'étage. Jamais je me serais permise d'aller essayer de publier Claire. Je connaissais pas son éditeur, hein. Vraiment, ça c'est juré, juré. Et puis, quand je suis partie de chez Fleuve Noir et qu'on m'a proposé de développer le polar français et la fiction chez Harper, très vite, j'ai voulu rencontrer Claire. Et en fait, enfin, moi, je l'avais déjà lu, j'avais lu presque tous ses livres. Par exemple, Miette de sang, je ne l'ai pas lu. Et en fait, on s'est vu au café, tout simplement près de son travail un soir, je me souviens très bien. J'y allais un peu tout angoissée, j'étais en train de monter le catalogue, il n'y avait rien du tout, c'était en 2019.
Et très vite, elle a donné sa confiance. Ça s'est fait très simplement, on a pris ce verre et je crois que Claire, très vite, voilà, il y a eu une rencontre, et moi j'aimais son univers, elle nous a fait confiance. C'était un énorme pari. Donc tu disais Anthony: «Qu'est-ce que tu aimes chez Claire?» Alors, je vais parler des livres, mais déjà d'un point de vue humain, je pense que ça résume très bien ce qu'elle fait aussi dans ses narrations, c'est qu'elle prend des risques, elle va au bout et d'avoir dit «oui» alors que oui, certes, il y avait Dawn Winslow, mais en français, c'était la pionnière du catalogue en France. Bah, c'était, extrêmement, risqué et elle nous et je pense que tu sais que voilà, tu as eu raison de nous suivre parce que voilà, on est à fond avec Claire, et voilà, ça a été la première autrice que j'ai signée au catalogue, tout simplement et on a publié le premier en mars 2020. Donc autant vous dire que c'était une semaine avant le premier confinement. Nous étions ravis. On avait mis le paquet pour les cicatrices. On était vraiment, 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 intensément motivés pour soutenir le livre, le défendre auprès de tout le monde et puis quand le confinement est arrivé, évidemment, on s'est dit: «Bon, bah, voilà, ça» on savait pas, en fait, ce qui allait se passer et ça a été un très beau succès. Donc ça, il y a à la fois, bah, le digital s'est très bien comporté pendant le confinement et ça a été à l'avantage de Claire, mais c'est aussi que le livre était excellent, qui marquait un vrai tournant dans son écriture et voilà, c'est là que l'aventure a démarré. C'est le troisième qu'on publie ensemble. Il y a eu donc Les cicatrices, là, c'est De nulle part et il y a eu La chair de sa chair l'année dernière. Il y a quelque chose, moi, qui me frappe, pour répondre à ta question, Anthony, c'est dans l'écriture et tu dis en ça qu'il y a des liens avec, Traversée, mais dans les thématiques surtout, c'est le lien à l'enfance. Voilà. Claire, dans chacun de ses livres, je pense, ou presque, on peut dire que l'enfance, la jeunesse, la prime jeunesse sont extrêmement présents et au centre de ses problématiques, de ses fantômes, d'autrices, je crois. Claire, ce que j'aime aussi, c'est évidemment, alors je pense que vous serez d'accord avec ça, c'est que moi, quand je prends un de ses livres, quand je reçois la version brute, c'est-à-dire pas le livre que vous lisez, mais le doc Word, je le lâche pas, je le lis d'une traite. C'est extrêmement addictif. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'auteurs et d'autrices français dans le genre du thriller aujourd'hui, même si c'est un des premiers critères, qui créent un livre aussi addictif que ceux que Claire crée. Donc il y a ça et il y a évidemment la prise de risque dont je parlais au début. Claire choisit un sujet, là, c'est ce qui lui est arrivé. Elle a une intrigue et cetera. Elle va commencer à s'intéresser à un sujet, d'arrière-plan au départ et puis rapidement, elle devient, une passionnariat du sujet. Ça a été le cas là, avec Les enfants placés. Ouais. Il y a un truc intense dans son travail, préparatoire, sur les plans, sur la recherche, la documentation et cetera et je trouve que ça se ressent dans les livres. Ce sont des livres qui, non seulement sont addictifs, vraiment vous emmènent extrêmement loin et c'est ce qu'on demande à des thrillers, je trouve. Il y a de la violence, mais jamais complaisante. Jamais, jamais, jamais. Ça aussi, c'est important pour moi. Mais en plus, Claire s'empare de sujets et quand on referme les livres, on est diverti, certes, mais on a aussi un peu plus de richesse en soi, un peu plus d'intérêt sur, un sujet, traité, un sujet donné à un moment donné et ça, je trouve que c'est un de ses grands talents. Donc voilà, c'est son 10e roman. De nulle part, elle passe encore un cap, ça se passe en France. Parce qu'une des caractéristiques de Claire, c'est que peu de ses romans se passent en France et souvent aux Oui, États-Unis. c'est le deuxième. Celui-là se passe. Et oui, c'est le deuxième qui se passe en France. Et c'est un roman qui est plus noir et plus social que les précédents, je trouve. Qui garde sa vertu de thriller, mais qui en plus aborde vraiment cette question des enfants placés. Voilà, j'arrête, je ne veux pas monologuer, mais en tout cas, voilà pourquoi j'aime Claire et tous ses romans. Claire, alors Claire, c'est à vous. Pourquoi vous aimez autant Marie-Eugène? Nous, on le sait. En tout cas, moi, je sais pourquoi je l'aime autant, mais vous, Claire, en tant qu'autrice, votre relation avec l'éditrice, votre relation sur le travail notamment du texte avec elle, comment voyez-vous les choses par rapport à ça en tant qu'autrice? Alors moi, j'ai commencé aux nouveaux auteurs, hein, donc bon, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, en fait, il y a très peu de travail éditorial, voire même pas du tout. En fait, Le tueur intime et Le tueur de l'ombre, à part les corrections orthographiques,
sont le résultat de mon travail à moi toute seule finalement. Donc voilà, c'est brut, entre guillemets, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que c'est vrai que j'aurais pu me faire allumer, mais bon, c'est bien passé. Après, au Toucan, bon, c'est vrai que j'ai appris, il y avait un petit peu plus de travail éditorial. À la Bête Noire un peu plus, mais avec Marie, il y a vraiment une relation très forte de confiance, c'est-à-dire que quand on travaille ensemble, je sais que ça va vraiment aller dans le sens d'améliorer le texte. C'est vrai qu'on a des échanges. C'est tout le long, en fait, l'auteur est vraiment, alors l'auteur là, en l'occurrence moi, mais je sais que dans la collection, on échange et on est tous pareils. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'appui permanent qui fait on se sent tous entourés en fait. Et bon, là je parle pour moi, mais je parle aussi pour les autres parce que je pense qu'ils vivent exactement la même chose. Pour tous ceux qui ont débuté comme moi avec peut-être pas forcément de travail éditorial au démarrage. Et donc on a cette relation, des plannings, un accompagnement non seulement du côté éditorial, mais aussi de la maison d'édition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très appréciable. Et puis, sur, par exemple, le côté organisationnel, c'est-à-dire que moi, je sais que j'ai un planning et que du coup, tout est assisté, c'est-à-dire qu'on est l'auteur, c'est un travail vachement solitaire normalement, et là, on n'est plus seul en fait. On a une relation vraiment complice, soutenue, enfin vraiment quelque chose de très fort. Et puis c'est vrai que quand, par exemple, sur La chair de sa chair, je vais en parler particulièrement parce que c'est celui où peut-être j'ai eu le plus de retravail à faire. Puisqu'en fait, moi, j'avais écrit mon livre et j'avais demandé à Marie de demander si elle connaissait dans son entourage un psychiatre pour faire valider en fait le contenu du texte, compte tenu de la partie psychiatrique assez présente. Et donc, là, en fait, Marie me téléphone et me dit « Bon, tu paniques pas, hein, mais bon !» Et là, je me récupère mes 4 pages de préconisations qui me prouvaient que j'étais pas trop dans le bon truc, en fait. Et en fait, voilà, ça, sur le coup, bon, il y a le moment de découragement, mais Marie est là pour dire, tu vas voir, ça va bien se passer. Et en même temps, ce qui avait été fait, c'était tellement déjà préparatoire que finalement, je ne me retrouvais pas seule avec un texte à reprendre. J'avais déjà toutes les indications, en fait, et ça, c'est vraiment ce côté-là que j'apprécie et qui fait que déjà dans l'échange préalable et tout, il y a une confiance en fait qui est primordiale et qui s'est installée dès le démarrage. Parfait, parfait. Alors, on va rentrer pas forcément tout de suite encore dans l'intrigue, puisque évidemment, on ne spoilera rien, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on parle de ce préambule où vous prenez une citation de Véronique Desnin très intéressante sur le genre policier. Vous dites, vous faites dire à Véronique Desnin, dans le roman noir ou policier, l'individu criminel devient un simple vecteur narratif dont la fiction est de révéler une réalité plus large et dont les actions sont présentées comme les conséquences directes d'un système pervers ou perverti. Et cela continue sur une affirmation encore plus forte, celle de fournir une narration à contre-courant du discours officiel afin de rétablir une vérité sciemment dissimulée. Est-ce que c'est une volonté pour vous de répondre aux futures questions des journalistes, notamment sur la nécessité d'écrire un thriller ou un roman noir ? Alors, c'est vrai que je ne vais pas dire que tous mes romans ont une trame de fond sociale, de dénonciation, et j'insiste bien sur le fait que ce ne sera pas tout le temps ma ligne de conduite. Mais quand je le fais, ce sont des sujets, moi, qui me touchent de près. Et donc, par exemple, on va dire les deux qui se passent en France principalement, même si La chair de sa chair avait quand même petit côté social, mais c'est aux États-Unis, je ne vais pas prétendre que j'ai cette influence-là. Mais en France, au moins, l'idée, c'est de dire, c'est des choses, par exemple, sur Inexorable que j'ai
que ma famille a subi, en fait, qu'on a subi par rapport à mon fils, donc en fait, qui avait pour vocation de dénoncer, de montrer aux familles qu'on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut imaginer et qu'on est là, qu'il faut qu'on se soutienne entre nous. Et l'idée, c'était de faire que les gens se sentent peut-être moins seuls dans leur souffrance. Et puis celui-ci, en fait, voilà, moi, l'idée au démarrage, c'était de prendre un personnage et de le prendre à la sortie des foyers, en fait. Et là, quand j'ai découvert, en fait, en menant des recherches pour donner du corps au personnage, l'ampleur du désastre, je me suis souvenu qu'en fait, le rôle du roman policier, plus que tout autre peut-être, c'est justement de prendre à bras-le-corps les problèmes de société et puis de les porter à la connaissance, pour ceux qui ne le savent pas, des autres. Et donc oui, c'est tout le rôle du roman policier, de pointer du doigt ce qui nous choque, de pointer des choses en fait qui font que la société va parfois créer ses propres monstres. Ce sont les défaillances du système qui vont obliger les gens à, à, à le contourner ou à faire en sorte d'assurer leur survie par tous les moyens. Et donc oui, ça c'est absolument le rôle du roman noir principalement, de pointer du doigt ces choses-là et puis de les porter à la connaissance. Et donc, où justement cette citation avait vraiment été parfaite, puisqu'en fait, elle montre qu'en fait, à un moment donné, le méchant, ça devient la société, et que finalement, l'humain méchant, lui, n'est qu'une victime de la société, finalement. Alors, je ne sais pas si on peut parler du destin de Castro Pietro, parce que ça Oui, bien sûr. intervient. Alors, on peut en parler sans spoiler, hein, ne vous inquiétez Non, pas du tout. voilà, mais au départ, l'histoire n'était pas forcément sur un foyer. J'aimerais que vous nous racontiez cette histoire familiale qui est racontée dans la postface, mais les liens sont particuliers là pour le coup, puisque vous apprenez une histoire familiale et en même temps, vous tissez autour de cela quelque chose de différent, mais avec votre intelligence dans la narration. Ben en fait, il y a dans toutes les familles, voilà, des petites histoires. Et moi, bon, ça fait longtemps qu'on m'en parle. Donc, nous, on est issus d'une branche illégitime, en fait, d'une famille. En fait, on est. Alors, l'hypothèse la plus répandue, donc, c'est qu'une riche italienne, donc sous l'occupation autrichienne, accouche de jumeaux. Donc, on ne sait pas qui est le père, hein, et donc, elle abandonne ses deux enfants sur les marches d'une église. Donc, il y en a un qui est récupéré et élevé justement par l'Église, et l'autre, en toute logique, il doit être récupéré par une famille riche, la sienne ou une autre, mais bon, il a de l'argent. Et donc, le jour du mariage de Castro Pietro, celui qui est élevé par l'Église, il y a une voiture très, très luxueuse qui s'arrête devant la maison. Un avoué en descend et donc lui fait la proposition suivante. Si tu décides d'abandonner ta promise, de me suivre, tu récupéreras ton frère jumeau, ta famille, ton héritage, ton statut social. Et donc, Castro Pietro a préféré rester avec sa promise. Et donc, pour la petite histoire, donc, le fils aîné de Castro Pietro épouse Emilia Fava de Favant. Donc, cette femme qui donc a donné l'amour de la lecture à toutes les femmes de la famille. Et donc, pour la petite dernière, entre guillemets, a écrit, et tout simplement. Donc, voilà, c'est un petit peu l'anecdote. Et donc, ma mère me disait tout le temps, mais pourquoi tu n'écrirais pas l'histoire de ces jumeaux? Mais bon, comme ça, vu qu'on ne sait pas grand-chose, finalement, si j'avais toute l'histoire, si on pouvait retracer, mais bon, vraiment, là, les recherches se heurtent toutes au-delà de Castro Pietro, on ne trouve pas, en fait. Hein. Donc, là, c'est vraiment compliqué. Donc, l'idée, c'était de dire, OK, moi, j'écris une histoire de jumeaux séparés à la naissance avec deux trajectoires bien différentes, bien distinctes. Donc, un qui a de l'argent et un qui n'en a pas. Et donc, par contre, j'en fais un roman policier. Donc, et c'est justement pour coller avec l'histoire de Castro Pietro qui a été élevé par les prêtres que j'ai voulu que moi, mon personnage sorte des foyers. Et c'est là que je suis tombée sur ce qui se passe dans les foyers au sein de l'ASE, etc. Et qui a fait que je me suis dit, voilà, je tiens mon sujet policier finalement. Enfin, et puis ça devenait un devoir plus que juste une histoire.
Alors, dans ce roman, il y a en réalité, on peut dire à la limite, deux histoires. Il y a quand même deux parties qui se dégagent fortement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être la première partie aurait pu être quasiment un roman noir, un roman social à lui tout seul, et aurait pu être publié dans La Traversée, puisque le côté thriller n'apparaît qu'en deuxième partie. Et là, c'est une toute autre affaire. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez déjà construit cette histoire, fin des années 90, dans le Chatou, deux nouveau-nés qui sont donc trouvés, comme vous l'avez dit, et qui sont confiés à l'assistance publique. Euh, Deux jumeaux, et en réalité, votre histoire, tout ce roman-là est une histoire de duo. On en reparlera sûrement tout à l'heure, mais il y a beaucoup de dualité dans tous les personnages, que ce soit chez les personnages féminins ou masculins. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez cette mécanique. Du départ, j'aimerais savoir si le roman s'est construit de manière différente au fil de l'écriture, notamment puisque les deux parties sont quasiment sèches l'une de l'autre. La coupure arrive comme un couperet en réalité sur la deuxième partie. Alors, en fait, donc comme je le disais, hein, moi, je voulais commencer vraiment au moment où le personnage sortait des foyers. Mais bon, pour donner du corps et puis de la crédibilité à mon intrigue, moi, je commence à faire des recherches. Et là, je tombe sur des articles, sur un constat, mais vraiment désespérant, qui, enfin, vraiment, m'a sidérée. Et plus je regardais les reportages, et plus je pleurais, hein, tout simplement. Et donc, j'ai décidé que non, cette partie-là, je ne pouvais pas la laisser passer, ce que j'évoque quand je parle de devoir. Donc, j'ai complètement revu mon intrigue. Donc, effectivement, on a la scène de l'abandon. On a ensuite toute l'enfance, on va dire, de Tony dans les foyers, et avec le constat suivant, c'est-à-dire que ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a seulement 30% des enfants suivis par l'ASE qui sortent avec une qualification. En fait, les autres, 70%, n'ont pas de diplôme. Donc, ça fait que 30% des gamins qui peuvent théoriquement prétendre à un contrat jeune majeur, donc qui les accompagnent 3 ans dans le meilleur des cas et qui est renouvelable tous les 6 mois. C'est-à-dire qu'en gros, tous les 6 mois, leur avenir est remis en question et ils doivent prouver qu'ils ont la capacité à poursuivre leurs études. Donc, on imagine bien que ça peut être que des études courtes. Et pour ceux qui ne vont pas jusque-là, c'est à 18 ans, ils sont jetés à la rue et sans aucun avenir assuré. Donc, le constat, c'est 25% des SDF sortent de l'ASE et ce chiffre monte à 40% pour les moins de 25 ans, les SDF de moins de 25 ans. Donc voilà le constat de ce produit par ce système. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'État, en fait, justement. Depuis la loi de décentralisation, donc avant, c'était la DAS, et depuis la loi de décentralisation, c'est l'ASE. Donc, en fait, c'est l'ASE qui est géré par les départements. Donc, ce qui produit des disparités phénoménales entre les départements. Mais même au sein d'un même département, on a aussi des différences dans le prix journée de prise en charge des enfants. Donc, c'est-à-dire que ça peut être du simple au triple en fonction des établissements, en fonction de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, en fait, on a des reporters qui alertent. Hein. Donc, il y a eu un premier reportage, je crois, sur la 3, et puis plus récemment sur M6. Et donc, à chaque fois, quand ils aboutissent en caméra cachée à un résultat édifiant, mais de terrifiant, horrible. Donc, ils vont. Je sais que M6, en fait, ils ont été présenter leur reportage à l'Assemblée nationale. Et là, les députés étaient en pleurs, hein, tout simplement, parce que c'était tellement monstrueux que il y avait rien à faire d'autre. Sauf que du coup, il y a des gens qui sont nommés au sein du gouvernement pour changer les choses. Et là, moi, dans mes recherches, je tombe sur un rapport qui vient après ce reportage. Et en fait, où le gouvernement, donc, où quelqu'un nommé dans une commission d'enquête, se demande en fait juste comment exercer le contrôle. Alors, vous imaginez qu'on n'est pas on n'est pas encore à la notion de contrôle, hein. On est juste à se demander comment exercer le contrôle, quoi contrôler.
ça veut dire qu'on est loin de pouvoir donner des solutions à tous ces gamins, donc que ce soit par rapport à leur avenir ou à leurs solutions au sein de ce système. Et donc, voilà comment le plan a été modifié, comment effectivement, donc cette première partie, où moi j'ai été sidérée où j'ai pleuré quasiment la moitié de mon temps d'écriture sur cette partie-là, comment elle s'est imposée d'elle-même finalement. Et comment j'ai voulu, j'ai compilé un petit peu tout ce que j'ai trouvé en me disant d'un côté, est-ce que c'est pas trop? Et puis finalement, chez HarperCollins, on a un des auteurs de la maison d'édition qui s'appelle Yes Loufoque, qui est un enfant issu des foyers. Et donc, juste pour moi, quand j'avais fini de rédiger ma première partie, où je me disais, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est... voilà, je me posais des questions. Et en fait, je récupère je récupère le téléfilm en replay. Et là, je m'aperçois que finalement, cette histoire, j'ai pas dramatisé, en fait. Je n'ai pas forcé le trait. Et depuis, j'ai pu discuter, en fait, avec des gens, parce que forcément, quand on écrit un livre comme ça, on a des témoignages. Et ils sont édifiants eux aussi, édifiants d'horreur, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, donc il y a cette première partie qui diffère en fait, donc qui est là pour dénoncer et pour expliquer un petit peu aussi ce qui va se passer dans la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on a ce personnage, Tony, qui a lutté toute son enfance pour arriver au jour d'après. Et le jour de ses 18 ans, lui, il réussit à négocier son contrat jeune majeur. Donc, jusqu'à ses 21 ans, il bénéficie des aides de l'État, mais à 21 ans, tout s'arrête. Et à partir de là, c'est galère sur galère. Il doit survivre coûte que coûte. Il a un rêve. Et pour atteindre ce rêve, comment l'atteindre, avec une situation où finalement, il a signé il a signé sans le vouloir pour en baver. Et à partir de là, tout s'enchaîne parce que il a beau essayer de sortir la tête de l'eau, toutes les galères vont s'enchaîner et jamais il va réussir à sortir la tête de l'eau jusqu'au moment effectivement où son frère jumeau ressurgit dans sa vie et où leurs différences vont leur exploser à la figure finalement, parce que l'un a tout, l'autre n'a rien. Et voilà, c'est les retrouvailles explosives que ça va générer. Alors, on peut dire en effet que Tony n'a pas intérêt à jouer au loto parce que quand même, il a vraiment zéro chance dans sa vie. Il a vraiment aucune lumière au final. Il y a très peu d'onces de lumière de sa part. Tout est sombre autour de lui. Tout est quasiment voué à l'échec. Pourquoi vous avez voulu créer ce personnage-là auquel rien ne réussit, soyons clairs? Qu'est-ce que vous vouliez démontrer aussi? Est-ce que c'était quelque chose au niveau de... Il n'y a pas d'espoir en fait. On a l'impression qu'il n'y a aucun espoir. Au contraire, il y a peut-être une envie de dire que la volonté ne suffit pas et que, surtout quand on est en bas de la chaîne alimentaire, ça c'est sûr, mais il y a vraiment un sentiment de désespoir, j'ai l'impression, dans ce personnage-là. Alors oui, ça faisait longtemps en plus du reste, parce que vous savez qu'un livre, c'est la résultante chez moi, de plusieurs choses. C'est-à-dire que ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de travailler sur la notion de fatalité. Est-ce qu'on peut s'en sortir quand effectivement on est issu du bas de l'échelle? Et là, en fait, ce personnage s'y prêtait merveilleusement, mais avec des complexités bien supérieures à quelqu'un qui a quand même une famille, puisque lui, et c'est ce qu'on voit en fait dans le moment où on a cherché un nouveau titre pour le livre, puisque celui que j'avais trouvé ne convenait pas. On a évoqué à un moment donné brièvement celui de mort sociale, donc qui est un terme social qui existe, c'est-à-dire que si on peut ne pas exister aux yeux de la société, être mort socialement dans des cas de chômage, dans des cas où on n'a pas de domicile, dans des cas où on n'a pas... Et voilà, donc c'est
c'est pire parce qu'on est vivant et pourtant, aux yeux de la société, on est mort. On n'a pas d'existence. Et voilà, c'était l'idée de travailler ce personnage, en fait, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a une famille, je pense qu'il peut toujours bénéficier un peu d'aide, du soutien de ses proches, etc. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des gamins qui sortent, ils n'ont aucun réseau d'influence. Ils sortent de nulle part, d'où ce titre. Et en fait, avec souvent des bagages psychologiques qui sont monstrueux, puisqu'en fait, la plupart sont suivis psychiatriquement après les mauvais traitements qu'ils subissent au sein des foyers donc, ou des familles d'accueil. Donc voilà, il faut le savoir. Et donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de travailler alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'espoir, mais est-ce que, est-ce que ces gamins ont vraiment de l'espoir? Est-ce que finalement le système qui veut les aider et les sortir peut-être d'une situation familiale complexe va pas les placer dans une situation encore plus dangereuse, encore plus nocive? Et voilà, c'était ça que je voulais mettre en scène pour alerter aussi, parce que s'il y avait de l'espoir dans mon livre, ça alerterait peut-être un peu moins. Mais là, l'idée, c'est vraiment de montrer, surtout que Tony, lui, il n'a pas de famille en arrière-plan. Et donc, du coup, il a une seule personne, c'est Chris, son meilleur ami. Ils se sont rencontrés au sein des foyers et ils forment un duo très, très fort, en fait, puisqu'ils se sont sauvés l'un l'autre à de multiples reprises, ils se sont soutenus, ils se sont sortis de galère tous les deux. Et finalement, c'est la seule famille qu'ils aient tous les deux, quoi. Même si Chris a quand même sa mère. Mais voilà, donc c'était effectivement ce côté sombre que je voulais mettre en scène. D'une part, parce que je pense que s'ils finissent SDF, c'est bien la preuve que il n'y a pas beaucoup de lueur d'espoir dans la vraie réalité. Et puis d'autre part, que bah voilà, c'était aussi moi un outil pour passer ma révolte encore plus fort. Et justement, alors sur l'ASE, j'aimerais revenir sur l'ASE, puisqu'il y avait aussi une statistique, alors les vôtres sont terrifiantes, c'est évident, dans tout le livre, on hausse les sourcils en se disant, est-ce que vraiment ce sont les véritables chiffres? Mais oui, ce sont les véritables chiffres. Vous dites aussi qu'au-delà de 10 ans, on ne peut quasiment plus être adopté. Ça représente à peu près 2% des adoptions. Je ne savais pas qu'entre 10 et 18 ans, le taux était aussi faible. C'est aussi un problème d'acceptation de l'adoption. Beaucoup de parents souhaitent adopter, de préférence des enfants beaucoup plus jeunes. Est-ce que c'est une sorte de vice de la société aussi, de ce point de vue-là? Alors non, j'ai un exemple de quelqu'un qui voulait adopter vraiment et pas un bébé. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que bon, il y a très peu de bébés par rapport au nombre d'adoptants qui souhaitent un nouveau-né. Donc ça, c'est déjà une réalité. Mais passé un certain âge, en fait, ils sont tellement abîmés par le système qui est censé les protéger, et puis peut-être aussi par leur famille à la base, hein, on ne va pas tout mettre sur le système, qu'en fait, dans le cas de cette personne que je connais, c'est les gens du système qui ont découragé sa famille, en fait, qui ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte, quoi. Vous allez mettre une bombe au sein de votre foyer. Donc, je pense que ça doit grandement, effectivement, décourager si le discours est toujours le même. Donc, en fait, oui, ça c'est pareil, c'est un rapport. Alors, moi, dans l'histoire, ça ne collait pas trop au niveau des dates, c'est-à-dire qu'en fait, ce rapport sur lequel j'étais tombée sur les adoptions datait de 2018. Donc, c'est les chiffres de 2018, mais c'est ce que j'indique, en fait, que ça ne doit pas être tout à fait la même chose, mais effectivement, plus les enfants grandissent et plus en fait, le nombre d'adoptions réduit. Et donc, ça, c'est encore des vrais chiffres prouvés sur un rapport. Donc, c'est assez effrayant, encore une fois, mais c'est une réalité. D'une part, je pense que le système décourage les adoptants potentiels. Et je pense que les enfants, parce que j'avais vu un des reportages, en fait, où ils expliquaient, par exemple, qu'un gamin était adopté à 14 ans, et c'est parce que sa mère avait fini aussi
parce qu'il y a quand même une règle du système français qui privilégie toujours le lien familial. Même si le parent est défaillant, horrible, maltraitant, tout ce que vous voulez, tant que le parent n'est pas déchu de ses droits ou ne renonce pas à son autorité parentale, l'enfant ne peut pas être adopté. Ça, c'est aussi un frein probable à l'adoption. Et donc, moins de 14 ans, sa mère maltraitante venait de mourir et le père, qui ne s'était jamais occupé du gamin, avait fait une renonciation parentale. Et donc, à 14 ans, il avait pu être adopté par la famille qui s'occupait de lui depuis des années. Voilà, c'était un exemple comme tant d'autres. Donc lui, on suppose que cette famille était suffisamment bienveillante pour que ça se passe bien et l'enfant était ravi. Il y a 3 points, je pense. Un, le système de privilégier le parent survivant et l'autorité parentale existante. 2, le fait de décourager les familles bien portantes de prendre des enfants qui risquent de flinguer leur équilibre familial. Et puis 3, le fait qu'effectivement, plus un enfant grandit, moins il a de preneurs, je pense, quoi qu'il arrive. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est l'absence de manichéisme parce que au final, l'ASE est en effet beaucoup responsable dans votre livre, on va pas le nier évidemment, mais vous mettez aussi en avant le rôle de ces personnes-là qui passent ces visages, comme vous le dites, qui passent devant Tony et qu'il ne reconnaît quasiment plus tellement il y a eu de personnes qui sont passées devant lui. Mais vous mettez aussi en avant leur désarroi, leur façon de gérer les choses où par exemple, un enfant placé commet certaines infractions, on ne va pas aller plus loin, commet certaines infractions au sein du foyer. Euh, on ne peut plus rien faire pour lui puisqu'il était censé les protéger au départ, mais eux-mêmes commettent des choses inacceptables aussi. Il y a ce serpent qui se mord la queue au final et ce cercle vicieux que le système ne peut plus subir. Alors, moi, tout comme dans Inexorable, ce que je veux démontrer, c'est que c'est le système qui est défaillant, pas les individus qui travaillent dans le système. C'est-à-dire que les individus sont pris dans un engrenage. De toute façon, tout ce qui relève du public, faut pas se leurrer, en fait, on est dans un système qui se meurt quelque part. On voit toutes les vocations d'enseignants, de médecins. On voit qu'il y a quand même un problème structurel de toutes les structures dites étatiques. Et donc, l'ASE, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, en fait, on a des individus qui, même emplis de bonne volonté, se font broyer par ce à quoi ils assistent. Ils savent, même quand ils vont retirer un enfant, et là, c'est un autre témoignage, d'un parent défaillant, ils vont le placer pour le protéger dans un système qui va le détruire encore plus sûrement, quoi. Donc, quelle motivation, quelle envie d'avoir cette carrière peut survivre à ça? Franchement, c'est catastrophique. Et ça, c'est la faute du système. C'est pas la faute de la motivation des gens qui sont dedans, en fait. Donc, ouais, moi, ce que je veux démontrer, c'est que finalement, même les plus motivés se font broyer par ce système qui est tellement défaillant que même ceux qui ont vraiment qui ont le cœur pour le faire. Et puis, on se retrouve en fait avec aujourd'hui un constat alarmant. En fait, nouveau reportage d'M6, c'est que quasiment 50% des gens en âge d'être famille d'accueil vont prendre leur retraite d'ici à peu près 4 ans. Donc, il va y avoir encore moins de capacité d'accueil. Aujourd'hui, tous les gens, les accompagnants motivés qui ont choisi ça en tant que carrière sont de moins en moins en fait aujourd'hui. Il y a des recrutements presque comme ça, sans vérification des antécédents, rien du tout. Ça donne quoi? Ça donne des gens qui ne sont pas formés, qui ne savent pas s'occuper des gamins, qui vont du coup être encore plus maltraitants, désemparés parce que ce à quoi ils assistent. Enfin, voilà, donc aujourd'hui, c'est tout un système, mais on parle de l'ASE, mais on peut parler de l'enseignement, on peut parler de la médecine, on peut parler de la police, on peut parler de la justice. Enfin, tout ce qui est étatique est défaillant en France. Et ces systèmes-là, presque broient la motivation de ceux qui y croient encore, quoi. Et c'est catastrophique.
On le disait tout à l'heure, c'est votre 10e roman et celui-ci donc se passe en France. C'est donc le deuxième qui se passe en France. Est-ce que vous allez continuer dans cette veine-là à partir du moment où un sujet social va se pointer? Il y en a beaucoup hein, en France, donc je pense que là, pour le coup, vous allez avoir matière. Est-ce que ça va se consacrer uniquement? Est-ce que le lieu va, est-ce que le lieu va définir la thématique aussi à chacun de vos romans? Alors, pour l'instant, on peut dire que oui, les deux qui se passent en France ont un fond social assez fort. Maintenant, je ne compte pas m'offusquer de tout. Je pense que bon, c'est pas ma manière d'être. C'est pas non plus, je pense, pour les lecteurs, bon, c'est quelqu'un qui s'énerve tout le temps, qui est jamais content de rien, ça peut être lassant. Donc en fait, non, je ne dis pas que je ferai que du social. Le prochain pourra être totalement un thriller pur et dur. Voilà, c'est vraiment. Je me laisse porter par ce que j'ai envie de traiter à un moment. Pour moi, je trouve aussi que ceux qui sont dans le domaine social, c'est une prise de risque beaucoup plus forte, puisque c'est pas là où on attend Claire Favant. Claire Favant, on l'attend sur du tueur intime, sur des cicatrices, sur des choses comme ça, mais pas sur du social, en fait. Donc, c'est là où je prends le plus de risques. Donc, moi, je le fais quand le sujet me touche particulièrement, me serre le cœur, mais je n'ai pas l'intention d'être une énervée permanente de, parce que bon, je pense que le lecteur ne me suivrait pas non plus. Et puis moi, c'est pas ma façon d'être non plus. Voilà, c'est vraiment quand ça me tient à cœur, oui, je le fais, mais je n'ai pas l'intention de m'énerver à propos de tout. Et Marie, d'ailleurs, est-ce que tu veux réagir sur le titre, puisque Claire a dit que le titre avait été refusé dans un premier temps, et c'est toujours une cicatrice quand un titre est refusé pour un auteur. Pas mal. Eh bien, oui, il a été. C'était pour le jeu de Alors, mots. il était parfait ce jeu de mots. Vraiment. Non, non, mais sur les trois donc, livres qu'on a travaillé ensemble, seule La chair de Sacha Chair a conservé son titre de départ, parce qu'il était excellent. De nulle part, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le travail autour du titre, parce que c'est toujours un travail en association auteur-éditeur, voilà, on échange, parfois dans les fichiers qu'on s'envoie de travail, dans la marge, on renote des pistes, etc. Il est quand même question, même si c'est pas un essai, c'est pas voilà, ça reste une fiction, un roman qui est là aussi pour emmener les lecteurs encore une fois ailleurs et tout. Il y a quand même cette dimension de déterminisme social quand même qui est très forte dans le livre et qui est poussée. Les curseurs sont poussés très loin sur cette question-là et notamment à travers la thématique des jumeaux. En fait, les contraintes qu'on avait pour ce livre, c'était de se dire, les jumeaux, c'est un motif traité en thriller qui est connu, mais justement, Claire le fait de manière singulière et il faut pas aller là-dessus. Ça, c'était vraiment l'idée. Le titre, c'est pas là-dessus. Voilà, la couve, on a joué un peu sur le double, mais voilà. La question, c'est celle du déterminisme social et de la noirceur intégrale de ce livre. Voilà, c'est un livre noir, un vrai livre avec une promesse de livre noir et ça va jusqu'au bout. Et de nulle part, il y a quasi un peu de. On s'était envoyé des chansons de rappeurs, alors IAM notamment, puisque Né sous la même étoile, etc. C'est des titres qui reprennent ces thématiques-là. Et de nulle part, ça vient de là, en fait. C'est simplement, à force d'échanger des titres de rap, une idée autour de ça, on s'est dit, allez, soyons vraiment mais ténébreux jusqu'au bout. Ce titre ne laisse aucun espoir. C'est lucide aussi. Un polar doit être très lucide. Et voilà pourquoi ce titre est né. Alors, je rebondis sur cette gémellité qui est extrêmement présente et on le retrouve dans quasiment chaque situation, que ce soit le duo Chris-Tony, que ce soit Clara-Déborah, même les filles, les personnages féminins qui sont présents, les parents également, avec un père extrêmement, comment dire, extrêmement pédant et une mère totalement effacée. Tony et Raph, bien sûr. Tout marche par binôme finalement dans ce livre-là, Claire.
Alors là, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, oui, oui. Disons que j'avais quand même besoin que Tony ait au moins un soutien, puisqu'en fait, Chris a une part très importante dans sa vie, puisque c'est quand même lui qui lui offre le moyen de subsister. Alors, j'ai aussi, j'en profite pour éclaircir un point, la question, mais pourquoi ça se passe dans l'avenir? Alors, parce que Oui. Tony se retrouve sans aide sociale à ses 21 ans et je voulais que ça colle avec l'année où on a eu le premier confinement en 2020. En fait, donc c'était ça ma problématique parce que je voulais que cette situation qui a mis des tas d'étudiants dans la vraie vie en difficulté, que lui, ça décuple ses difficultés financières. Voilà, c'était donc d'où le fait que si je voulais que ça colle à ce moment-là, ben forcément, ben ça m'oblige à dépasser par rapport à aujourd'hui dans l'avenir. Alors effectivement, hein, je n'ai pas inventé les voitures volantes en cours de route, hein, puisqu'il y a des gens qui m'ont dit vous n'avez pas exploité ce côté futuriste. Ben oui, on n'est pas dans un roman d'anticipation, on est dans un roman policier. Donc voilà, je n'ai pas inventé la voiture volante, mais voilà. Donc, je voulais aussi que ça colle. Donc ensuite, on a effectivement les retrouvailles avec Raph. Et là, en fait, on a deux physiques identiques, mais deux personnalités, mais totalement opposées. L'un a tout, il a le caractère qui va avec le fait d'avoir tout et d'avoir été élevé par ce type de père. Et l'autre n'a rien. Lui, c'est un survivant du lendemain. En fait, chaque jour est une victoire sur l'adversité. Donc, en fait, et puis finalement, même tous les opposent, parce que comme l'un a tout eu, tout est facile, il a une mentalité de gosse de riche. Hein. Et l'autre, finalement, lui, il essaye toujours d'aller vers la lumière, même si tout l'entraîne vers le fond. Les parents, oui, on a un binôme complètement différent. Cette mère qui est effacée, complètement annihilée par la présence de son mari, avec cette description toujours elle se tient dans son ombre pour pas dépasser. Et puis voilà, oui, effectivement, on a les deux filles aussi. Alors c'est une dans l'ombre, une dans la lumière. Encore une fois, ouais, c'est vrai qu'il y en a une qui. Mais bon, c'était pas une volonté précise. C'était vraiment là, comme tu me la mets sous le nez, effectivement, je la vois, mais c'était vraiment plus de montrer en fait des aspects des personnages à travers ces autres personnages qui sont un petit peu plus annexes, on va dire. Et c'est aussi un roman sur la pression masculine, finalement, puisque les personnages féminins sont, alors pas tous effacés, mais disons qu'ils ont quand même une part de soumission, notamment Déborah, bien sûr, mais Clara aussi. Il y a quand même des personnages féminins très faibles, on peut le dire ainsi peut-être, non? Alors, oui et non. Parce que finalement, dans l'enfance de Tony, les personnes. Alors il y a effectivement comment dire, les éducateurs qui sont un petit peu transparents, mais finalement, ceux qui l'aident le plus, c'est une éducatrice qui, elle, a sa vocation chevillée au corps et qui va dire, OK, tu vas accomplir ton rêve, je vais te donner les moyens d'y arriver. On a la mère de famille d'accueil, Agnès, qui est là pour accompagner les gamins et elle connaît le système, elle sait le contourner, elle sait accompagner les gosses qu'elle a à sa charge. Donc, ces deux personnages féminins, justement, savent louvoyer entre les difficultés. Et donc, elles sont fortes, elles. Après, les autres, c'est par d'autres biais qu'elles sont faites, parce que même si Clara, par certains côtés, elle est encore résistante, elle n'est pas annihilée, et donc après, oui, c'est pourquoi pas, mais c'est pas des personnages faibles en eux-mêmes, c'est des personnages qui ont été petit à petit effacés par certains aspects de leur vie, ouais. Mais non, elles sont pas tous faibles, les personnages féminins. C'est vrai qu'en effet, l'éducatrice lui permet d'espérer. C'est peut-être le seul espoir de ce roman-là, à partir du fait que Tony puisse continuer ses études de droit, enfin débuter ses études de droit. C'est peut-être le seul espoir de ce personnage-là. J'aimerais que vous nous parliez
du déroulé de votre écriture à travers la documentation que vous avez faite en amont et ensuite que vous avez collectée donc, sur les enfants en foyer et ensuite sur la partie thriller. Comment vous avez composé tout ça? Est-ce que ça a été deux parties totalement séparées au niveau émotionnel? Vous avez dit que c'était différent. Mais comment s'est déroulé le plan? Comment s'est déroulée l'intrigue que vous vouliez dévoiler? Bah, comme je dis, hein, donc, le plan a été modifié sur la partie enfance. Donc ça, voilà, c'est petit à petit. Donc, regarder des reportages, collecter de la doc, bâtir le passé de Tony, pleurer, écrire, pleurer, regarder les reportages, pleurer, écrire. Donc, moi, j'avais qu'une peur, c'est que mes mots ne soient pas à la hauteur de l'émotion que j'avais pu ressentir. Mais après, dans la partie thriller, là, bon, c'est plus roulant, on va dire. Là, je suis plus en terrain serein, entre guillemets, psychologiquement parlant. Là, je me faisais moins souffrir, on va dire. Où là, j'étais voilà, sur plus mon autre domaine de prédilection, de manipulation. Et là, du coup, c'est mettre les pièces en place, etc. Donc là, c'est plus un exercice cérébral que de la souffrance pure et dure, comme dans la première partie. Et puis, donc moi, c'est vrai que je travaille sur plan. Hein, donc, comme je travaille toujours au quotidien, l'idée, c'est de dire, voilà, moi, mon plan m'aide à gagner du temps utile. Quand je me mets devant mon ordinateur, je sais ce que je vais travailler. Donc, en règle générale, soit je collecte la doc au moment où j'en ai besoin, soit vraiment je la collecte en amont. Et là, dans la première partie, vraiment, je regarde régulièrement les reportages, je relisais des choses pour continuer à être dans cette ambiance de garder cette indignation pour qu'elle soit perceptible à travers mes mots. Après, sur la deuxième partie, voilà, c'est vraiment, comme je disais, plus un travail cérébral de mettre en place les petites pièces, tic, 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 tic. Et voilà. Et dans quelle partie vous avez pris le plus de plaisir? Parce qu'on vous voit toujours extrêmement souriante, avec une joie de vivre incroyable, et vous écrivez sur des choses extrêmement noires. Il y a quand même eu, là aussi, il y a une dualité, il y a une dualité quand même en tant qu'autrice. Bah, oui et non. Enfin, je ne sais pas si en plus j'étais dépressive, imaginez le résultat. Bon, vous liriez mon livre, vous en remettriez plus jamais, quoi. Non, non, l'idée, c'est effectivement, je m'indigne et je compte m'indigner et passer mon indignation à travers toutes les tables rondes et toutes les occasions de prendre la parole. Maintenant, bon, enfin, moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu cette vie-là. Autant, par exemple, Inexorable, c'était du vécu. Donc là, quand je devais passer les choses, enfin, bien que je pense qu'on sente quand même que c'est un sujet qui m'a bouleversée et qui me bouleverse toujours, hein, quand j'en parle. Mais Inexorable, par exemple, était beaucoup plus personnel. Donc, quand je recevais les témoignages des gens, là, je devais être forte parce que moi-même, je n'étais pas forcément totalement sortie d'affaire avec mon fils. Là, je veux dire, c'est la souffrance des autres. Je vais pouvoir la prendre et la porter. Au contraire, tous les témoignages, ça me donne encore plus de force pour mener le combat, entre guillemets, mais qui n'est pas le mien. Donc, en fait, enfin, qui est le mien à travers le sujet, mais qui n'est pas le mien à travers le vécu. Voilà, donc c'est quelque chose, du coup, qui fait que, bon, Et puis, bon, bah voilà, le sourire, en fait, la plupart des auteurs de polar, en fait, finalement, on écrit des choses horribles, mais on est, en règle générale, assez drôle, assez sympathique. C'est quand même une caractéristique. Quand on se retrouve, on rigole beaucoup, 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 beaucoup. Même, voilà, la quantité, comme ça vous donne un petit indice. Donc, on est tous à peu près pareils. Et donc, je pense qu'on peut être très, très, très noir, très horrible dans nos écrits. C'est pas ce qu'on est au fond, en fait. C'est juste de l'imagination, c'est juste de l'indignation, des choses qu'on passe, mais pas ce qu'on est au fond. Est-ce que justement, tout à l'heure, Marie, vous lancez une petite perche sur la collection Traversée, une légère perche. Est-ce que cette indignation-là, elle passe aussi peut-être par une autre forme que le thriller? Est-ce que vous avez l'impression que, on sait tous que le thriller, que ce soit par rapport au prix littéraire, par rapport aux journalistes, est souvent moins reconnu, alors qu'au final, il dénonce beaucoup plus de choses.
est-ce que vous allez aller dans cette veine-là pour dénoncer davantage et aller dans une littérature, entre guillemets, classique, une littérature blanche, ou au contraire, vous persistez et vous signez dans la littérature noire pour dénoncer encore plus? Alors, en fait, c'est vrai que je ne me rends pas bien compte de ce que ça peut être la littérature blanche par rapport à la littérature noire dans ce genre de domaine. L'idée, c'est, voilà, moi, je suis issue, en fait, je suis plutôt une lectrice qui est passée de l'autre côté du miroir. Donc, en fait, j'écris dans le genre qui m'a amenée enfin, qui m'a accompagnée en tant que lectrice et qui m'a permis de passer de l'autre côté du miroir. Après, la blanche, enfin, sincèrement, je saurais peut-être même pas comment mener un roman, comment amener le sujet. Au contraire, le roman policier, je trouve que c'est une arme idéale pour ça. Enfin, après, moi, les prix, tout ça, moi, je cherche à m'amuser avant tout. En fait, c'est une passion. Et ma passion, je la vis pas dans le but d'obtenir des prix ou de me faire bien voir par les journalistes. C'est pas, voilà, l'idée, c'est plus de mener les combats que j'ai envie de mener, d'écrire les histoires que j'ai envie de raconter. Et puis de toujours avoir ce plaisir renouvelé, d'où la multiplicité des thèmes. Hein, la, voilà, je ne veux pas toujours faire la même chose. Alors, Marie, tu vas devoir être très convaincante pour la blanche, mais moi j'ai bon espoir parce que je trouve que ce livre-là est au final une sorte de contingence entre les deux. J'ai pas eu l'impression que, oui, il y a une partie thriller, oui, mais la première partie est véritablement extrêmement sociale, extrêmement puissante. Et je trouve que Marie a le nez, en principe, et je pense que vous devriez lui faire confiance. Moi, si Claire est avec moi, avec nous toujours, c'est l'essentiel. Mais voilà, si un jour tu veux faire un pas de côté en parallèle de ton activité d'autrice de thriller, en tout cas, voilà, c'est possible. Bon, c'est enregistré. Oui, non, mais en fait, c'est vrai que là, sincèrement, dans le Oui. cadre de la blanche, je sais pas comment je pourrais amener des sujets ou faire tout un livre sur ce thème-là. Enfin, bon, je sais pas. Non, c'est vrai que vu comme ça, j'ai pas de réponse à apporter parce que je sais même pas comment je pourrais prendre mon sujet. Enfin, voilà, je sais pas. Oui, démarrer par une nouvelle, comme le dit Benoît, pourquoi pas? C'est un genre que vous avez déjà testé, les nouvelles? Alors, j'ai fait pas mal de nouvelles généralement, c'est toujours dans des recueils caritatifs, en fait. Hein. Voilà, c'est la première que j'ai dû faire, c'était pour mon premier éditeur, Jean-Laurent Poitvin, avec les nouveaux auteurs, qui s'appelle La Promotion. Voilà, moi, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Je le fais voilà, quand il y a un but d'aider des gens, quand il faut sortir les gens du marasme après le confinement, enfin ce genre de choses. Mais c'est pas voilà, c'est pas ma came. C'est voilà, c'est vraiment. Et puis j'ai été sollicitée des tas de fois et si j'ai pas l'idée qui va avec le thème. Ben, je fais pas tout simplement. Je veux pas faire un truc nul juste pour dire ah ben voilà je le fais. Je veux toujours que le sujet me parle. Voilà, c'est toujours cette notion de rendre un travail qui plaise aussi au lecteur et pas faire de quelque chose juste pour faire quelque chose. Je reviens sur les personnages. Est-ce que sur tous ces personnages-là, quand j'ai lu votre livre, euh, le message est passé? J'ai eu l'impression d'en avoir appris aussi sur ces enfants placés, mais aussi d'avoir peut-être un rapport différent par rapport à ces enfants-là, que je ne côtoie pas forcément, mais d'avoir au moins cette information-là pour en prendre conscience, notamment par rapport aux sans-abri, où la proportion est assez incroyable. Je ne savais pas du tout que autant étaient issus de l'ASE. Est-ce que pour vous aussi, les personnages vous ont apporté quelque chose au cœur de l'écriture? Est-ce que vous les avez accompagnés tout au long de l'écriture? Certes, mais est-ce qu'ils vous ont aussi dépassé totalement et vous ont englouti en réalité, puisque vous avez dit avoir pleuré pendant la phase d'écriture, mais est-ce que c'est aller plus loin que la phase d'émotion?
Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, oh là 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 là, vite, il faut que je prenne un enfant comme ça chez moi. Et puis, bah, pareil, tout de suite, il y a ce côté réaliste. Je me dis, ouais, mais en fait, nous, avec notre fils, on a quand même un équilibre qui est toujours assez précaire. Donc, en fait, c'est toujours cette notion de dire, voilà, est-ce qu'on se met en danger ou pas? Et puis, la deuxième notion, c'était de se dire, moi, je travaille au quotidien. Et puis, le reste du temps, j'écris, en fait. Et puis après, j'ai aussi le reste du temps, je suis mère. Et donc, c'était un petit peu compliqué, en fait, de se dire comment je dégage encore plus de temps, peut-être pour quelqu'un d'autre qui va être en besoin réel. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, par exemple, il y a des associations où vous pouvez prendre les gamins. Donc, ça, c'est pareil sur la page de l'IS Loufoque. Vous pouvez trouver tous les liens nécessaires. Enfin, vraiment, vous voyez, je me suis vraiment intéressée au sujet. Je me suis posé des tas de questions. Et donc, on peut accompagner, par exemple, des gamins quelques heures par week-end, les emmener au musée, les emmener faire des choses en balade et tout. Et c'est vrai que du coup, j'étais bourrée de bonnes intentions, mais après, c'est vrai que je manque cruellement de temps pour mener déjà toutes mes vies. Et malheureusement, bon, c'est vrai que ma révolte n'a pas été suivie d'effet, ce qui n'empêche pas que je l'ai bien ressenti. Mais voilà, effectivement, j'ai quand même suivi tout ce qui se proposait. Et si des gens veulent plus de renseignements, la page de l'IS Loufoque sur par exemple, Facebook, donne des tas d'indications pour aider les gamins si jamais des gens, eux, ont le temps, l'énergie et tout ça, quoi. Très bien. Alors, avant de passer la parole à Agnès, on fait une petite photo de groupe, comme on a l'habitude de le faire. Ah oui, Sophie enlève sa veste. 3, 2, 1. C'est parfait. Merci. Agnès, c'est à toi. Voilà, c'était un petit peu long de démuter mon micro. Bonsoir à toutes les deux. Ça fait plaisir de revoir Marie et de rencontrer enfin Claire depuis le temps. Moi, j'avais plutôt une question sur la manière dont tu... voilà, le tu est sorti, j'ai pas fait exprès. Donc, je sais pas, je vais remettre le goût. Euh, la manière dont sont choisis les lieux, les époques de tes romans, beaucoup de romans qui se passent aux États-Unis. Là, dans le cas de cette histoire familiale, une transposition dans les années 90, 2000, 2020 et après. Est-ce que c'est une manière pour toi de te mettre à distance des faits dont tu t'inspires pour avoir un peu plus de, je sais pas, de fraîcheur d'esprit, de clarté d'esprit ou oui, de distance, c'est peut-être le terme, ou est-ce que il y a peut-être aussi une histoire de légitimité par rapport au noir? Il y a beaucoup de noms anglophones dans le noir, donc je ne sais pas si c'est ça qui t'a poussé à écrire des choses qui se passent aux États-Unis. C'est quoi ta réflexion par rapport à ces sujets? Alors, au démarrage, comme je disais, moi, je suis une lectrice passée de l'autre côté du miroir. En fait, quand j'ai écrit Le Tueur intime, en fait, moi, Le Tueur intime, c'est pas mon premier livre. Et jamais il ne se passait en France. Tout se passait ailleurs. Tout simplement parce que pour moi, la France, c'était la réalité. Donc, en fait, j'avais ce besoin d'évasion. Et quitte à écrire, ce que je souhaitais, c'était écrire ailleurs pour justement me procurer à moi aussi ce petit plaisir d'évasion. Donc, Le Tueur intime, la question s'est posée, en fait, tout simplement parce que quand j'ai commencé à écrire, j'avais tout le modèle des romans anglo-saxons. Je voulais que mon tueur ait un espace très, très large à exploiter. Donc, c'était les États-Unis, ça s'adaptait beaucoup mieux. En plus, en France, entre-temps, j'ai découvert un petit peu plus les rouages, mais bon, c'est les magistrats qui se saisissent des dossiers. Donc, en fait, ce qui permet que si un tueur change de lieu, en fait, tant que les magistrats ne découvrent pas qu'ils bossent sur le même dossier, par exemple avec Francis Holm, où finalement ils avaient des indices complémentaires et c'est seulement au moment où ils ont regroupé leurs affaires qu'ils se sont rendus compte que ils avaient un suspect entre guillemets tout trouvé. Donc c'est vrai que il y a des choses peut-être qui vont dans le sens de l'amélioration, mais c'est vrai qu'en France le tueur en série c'est quand même pas
quand même pas quelque chose qui court les rues, qui est institutionnalisé comme ce qu'on peut voir aux États-Unis dans la littérature et puis le nombre de tueurs en série qui existent chez eux. Donc voilà, pour moi, le sujet se prêtait plus au fait de le placer aux États-Unis. Donc après, bon, la suite, forcément, c'est continuer sur la lancée. Puis après, j'étais dans cette dynamique de toujours garder le sujet tueur en série égal États-Unis, et puis le côté, toujours garder, moi, mon plaisir d'évasion. Sur Inexorable, la question s'est posée de le placer encore aux États-Unis, mais vu que je voulais parler de quelque chose qui me touchait, pour que ça ait plus d'impact, il fallait le placer en France, puisque justement, il y avait ce côté social à exploiter. Et ce que j'ai fait aussi sur De Nulle part, pareil, ça a de sens que si on le place en France. Maintenant, quand j'ai travaillé sur Dompteur d'ange, par exemple, à un moment donné, il y a un des personnages qui va être adopté. Et j'avais quand même consulté ce qui se passait aux États-Unis pour, pareil, avoir un peu de matière. Et là, en fait, j'étais tombée sur le marché de l'occasion de l'enfant adopté, c'est-à-dire des enfants qui sont adoptés, qui sont rendus parce qu'ils sont la famille, finalement, se fait pas à ce gamin-là trop dur ou trop ci ou trop problématique, j'en sais rien, quelle est l'excuse. Et ils rendent les enfants adoptés à des associations ou que sais-je. Et j'étais tombée sur un défilé d'enfants à adopter, des enfants qui avaient été plusieurs fois rendus et qui défilaient pour tenter d'attirer des familles. Enfin, c'est pour vous dire qu'à mon avis, la situation, j'aurais voulu la placer aux États-Unis, j'aurais aussi trouvé de quoi pleurer, ne serait-ce que pour moi, mais pour les autres aussi. Donc voilà, donc les États-Unis, plutôt les thrillers pour l'aspect le grandeur du territoire, tueur en série, existence du FBI qui permet d'avoir une équipe d'enquêteurs unique dès qu'on change d'État. Et puis le côté français, plus pour la partie sociale et quand j'ai des sujets à défendre localement. Après, pour la partie, généralement, je suis toujours à peu près dans le présent, sauf quand forcément je suis mes personnages sur une trentaine d'années, comme par exemple sur Le Tueur intime, je suis obligée de remonter dans le temps. Mais voilà, c'est toujours plus ou moins actuel, ça se termine. Plus ou moins aujourd'hui ou au moins dans la période actuelle. Et pour De Nulle part, comme j'expliquais, il fallait que je fais un petit bond en avant parce que tout simplement, il fallait que Tony n'ait plus d'aide au moment de ses 21 ans et que ça colle avec l'année 2020 du confinement qui fait qu'il se retrouve sans emploi et que je voulais justement avoir cette aggravation de sa situation financière qui le pousse à faire des choix qui allaient encore dramatiser sa situation. Donc voilà pour le côté période, pour le côté États-Unis, pour le côté France. Et d'ailleurs, dans la partie anticipation, puisque avant 2022, vous mettez quand même des actualités sur BFM TV notamment. Alors, j'ai cru à un moment donné que vous alliez le faire aussi dans le futur, justement en essayant de prédire un petit peu l'avenir puisqu'il y a une actualité également sur l'Ukraine et la Russie, sur la guerre. Alors, je ne sais pas si ça a été rajouté pendant l'écriture Oui, j'ai modifié au fur et à mesure parce que forcément la situation change. Donc, mais voilà, ce que je voulais, c'est qu'à un moment donné, il y ait ce petit sourire. Ouais. Que les gens, en lisant cette scène, se disent ouais. Petite lueur d'espoir. C'est un peu ça. Là où j'aimerais revenir, c'est sur ce Tony, parce que Tony, c'est quand même un personnage auquel on a envie de s'attacher. C'est ça qui est peut-être le plus terrible, c'est que est-ce qu'avec un passé comme le sien, on peut tout lui pardonner? Alors, non, sinon, mais c'est tout ce que j'aime faire en fait. C'est-à-dire que même Will, quelque part, il avait un côté attachant. Il y a des gens qui, jusqu'à la fin, l'ont plaint. Même à la fin du deuxième, ont ressenti de l'empathie pour lui. Et c'est tout le travail justement d'auteur de créer de l'empathie, même pour les pires monstres en fait. Là, Tony, c'est pas son cas, mais l'idée, c'est de dire voilà, plus on va créer un personnage qui va entrer en empathie avec les lecteurs, plus en fait le livre aura de résonance en fait dans le lecteur. L'idée c'est ça, c'est qu'en fait
c'est pas une histoire de créer un personnage, est-ce qu'on le pardonne ou pas, c'est justement si on veut que le message frappe fort, il faut justement avoir quelqu'un donc qui devienne presque, qui pendant la lecture, que le personnage soit à côté du lecteur, en fait, vraiment qu'il y ait une empathie. Et dans ce cas-là, moi, mon message, il passe encore plus fort. Moi, ma révolte, elle passe encore plus fort à travers ce personnage. Donc voilà, c'est plus cette idée, moi, qui me motive qu'après la notion de est-ce qu'on peut tout pardonner ou pas. C'est justement, après, ça c'est au lecteur de voir. Très bien. Alors, c'est aussi un roman sur les choix, puisque le roman débute sur ce choix terrible, un prologue assez incroyable, sur ce choix terrible où deux parents décident de choisir un seul des deux jumeaux. Ça, c'est un choix qui est extrêmement pesant. Alors, évidemment, c'est l'homme qui fait le choix de manière très pragmatique. On peut dire ainsi, de façon très matérielle. Est-ce que la famille aura la possibilité de subvenir aux besoins des deux? La réponse est oui. C'est là toute la dualité de la chose, mais à quoi se joue un destin au final? Voilà à quoi se joue un destin, à un choix de base. J'aimerais savoir comment s'est créé ce début de livre. Comment on crée un début de livre au final? Surtout sur un thriller ou en tout cas sur un roman où il y a plusieurs choses, il y a plusieurs intrigues, sociales ou pas, mais le début de livre, il est fondamental. Pourquoi avoir décidé de démarrer sur cela, sur ce choix-là? Alors déjà, il y a la première partie sur la mère SDF. C'est vrai que cette partie-là, en fait, ça c'est aussi un sujet que je voulais travailler. Parce qu'en fait, le milieu des SDF, c'est un milieu à part entière, en fait, avec ses propres codes, ses propres règles, et les femmes au sein de ce système, c'est vraiment quelque chose presque d'encore plus complexe que dans la vraie, encore plus complexe que dans la société, où pourtant, il y a suffisamment de plaintes de la part des femmes dans cette société plutôt masculine, on va dire. Mais ce milieu-là, voilà, je voulais le mettre en scène. Mais du coup, je trouvais que sur ce prologue, ça suffisait pour présenter une situation qui existe aussi et qui est quand même assez dramatique aussi. Et puis après, sur cette famille, au départ, bon, le père, c'est vrai qu'il était un petit peu moins pédant. Puis petit à petit, je rajoutais des petites choses pour justement qu'en fait, lui, par contre, ce que je voulais, c'est qu'on le déteste dès le départ, en fait, qu'on se dise, mais quel con, et puis voilà. Et donc, c'est ça, en fait, là, j'ai ajouté vraiment des choses en disant, ouais, ben, moi, normalement, je suis un consommateur averti, mais enfin là, quand même, on parle de deux bébés, quand même. Bon, là, je peux peut-être pas abuser en demandant est-ce qu'il y en a un qui a une garantie et pas l'autre. Donc, c'était voilà, plus déjà de placer un petit peu. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, mais normalement, on ne sépare pas deux enfants. Voilà, bon, effectivement, là, ça reste un roman. L'idée, c'était vraiment de reproduire cette histoire familiale, donc avec la séparation des deux jumeaux pour qu'ils puissent se retrouver plus tard. Et puis également d'avoir tout de suite le cadre avec ce père où on se doute bien qu'il va avoir quand même une influence après sur la vie de l'enfant qui atterrit chez eux. Donc voilà, tout ça, c'était avec des couches, en fait, de se dire, voilà, même la personnalité de la mère, finalement, elle est très peu travaillée. Elle est toujours décrite en ombre, en recroquevillement, dans se cacher dans l'ombre. Les seuls moments où elle s'exprime, c'est presque à la surprise de tout le monde. Personne s'y attend. Voilà. Et oui, effectivement, je vois Agnès, le cas des jumeaux triples séparés à la naissance dans le cadre d'une expérience, j'avais trouvé l'article, en fait. Effectivement, et ils se sont retrouvés parce qu'en fait, ils les avaient pas éloignés tellement physiquement. Mais voilà, donc du coup, Dans la poste. c'était plus de travailler en strate pour le père. Voilà, de petit à petit, il s'est retrouvé avec des couches d'attitudes qui devaient le faire détester d'emblée par le lecteur. Et il me semble que vous dites, vous écrivez le cas d'ailleurs dans la postface, hein, il me semble, aux USA, il me semble que vous le Oui. écrivez. Alors, je ne sais plus si j'en parle, mais l'idée, c'était vraiment, voilà, c'est vrai que moi, j'ai cherché dans plein de choses.
pour avoir justement une vision assez édifiante pour traiter mon sujet. Et puis, c'est surtout avec la conclusion du film de Lies Loufoque pour se dire, est-ce que autant de choses subies d'un coup sont possibles? Et la réponse, malheureusement, je dis bien, c'était oui. On aurait pu penser que c'était caricatural, mais Non. malheureusement, la réponse est non. Non, en fait, la seule chose qui n'est pas présente dans le film de Lies Loufoque, c'est l'abus de biens sociaux par le directeur. Mais ça, c'est un autre article que j'ai trouvé, donc qui est bien une réalité aussi. Et donc, pour le reste, en fait, c'est tout ce qu'il subit. En fait, c'est vrai qu'on retrouve tout, hein, la violence au sein du foyer, les éducateurs violents parce que face aux gamins, ils ne sont pas formés ou au bout d'un moment donné, ils sont excédés, donc ils en viennent à être violents eux aussi. Les familles d'accueil maltraitantes. Bon, voilà, tout ça, rien n'est inventé. Puis alors, il y a des articles, si vous commencez à vous intéresser au sujet. Alors, bien sûr, au sein du système, il y a forcément des gens avec qui ça se passe bien, heureusement, sinon ça serait vraiment dramatique et ça l'est déjà. Ne serait-ce que si un enfant subit ce genre de choses, c'est pas normal. Mais par exemple, j'étais tombée sur un article, non, c'était un reportage où le père de famille, en fait, dans le cadre d'un divorce très houleux, ses 5 enfants avaient été placés au sein d'un foyer. Et donc là, 2 de ses enfants avaient été violés par un gamin plus âgé. Et donc, il reçoit un courrier de l'administration qui l'informe comme ça, voilà, 2 de vos enfants ont été violés. Et le gars, il est choqué, il dit, mais attendez, donc il veut alerter la justice, il veut faire des choses et il se heurte au mur de l'administration. Donc, il fait appel à des journalistes. Et là, il montre le courrier qui dit, voilà, monsieur Machin, vous avez souhaité nous mettre en difficulté en alertant la presse. Donc, résultat, on prend la décision de réduire vos heures de visite à vos enfants et elles ne pourront plus se faire que sous contrôle d'une assistante familiale. Donc, en fait, non seulement ces enfants seront violés, mais en plus, c'est lui qui est puni, quoi, parce qu'il a osé essayer de dénoncer le système. Donc, voilà ça commence à... des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure aussi de l'indignation, quoi. Oui, à la longue liste, en effet, il fallait rajouter les agressions sexuelles, attouchements et viols dont vous faites état aussi dans le roman. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez été lectrice avant d'être autrice. Vous continuez de l'être, j'imagine. J'aimerais savoir quels auteurs. Alors, j'imagine que ce sont des polars ou des thrillers. Ce sera du noir, c'est sûr. Mais quels auteurs de quels auteurs vous sentez-vous le plus proche? Alors moi, j'aime beaucoup Maxime Chatham, hein, celui de la première trilogie. Hein, c'est vraiment ça reste quand même une de mes lectures qui m'a construite, hein, pratiquement. Moi, j'aime beaucoup celui qui a fait Caleb Carr, en fait, l'aliéniste. Puis après, bon, c'est des livres au fil de l'eau, des choses, en fait, où moi, j'aime bien quand je me fais retourner la tête, où, en fait, j'ai pas vu venir le truc. Et ça, franchement, c'est super, quoi. C'est des livres, par exemple, Je te vois de Greg Hurwitz. Voilà, c'est des choses, en fait, qui sont où je me fais avoir, ça, j'aime bien aussi. Ali Lang, le sang du monstre. Enfin, voilà, ce genre de livre, j'aime beaucoup. Parfait. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un extrait? Oui. Merci, Claire. Alors, le choc avec l'autre véhicule ébranle tout son corps. Papa hurle et donne un violent coup de volant pour essayer de rétablir la trajectoire. La voiture fait un tête-à-queue, perd son adhérence et part en tonneau. L'habitacle se transforme en un kaléidoscope d'images trop rapides pour être appréhendé, d'éclats de verre, de cris, de bruits de tôle froissée et de douleur. L'automobile termine sa course sur le toit en s'encastrant dans un arbre. Le choc brutal lui arrache un grognement. Suspendu, il se débat avec la force du désespoir pour échapper à la ceinture de sécurité qui le comprime et lui coupe la respiration. Il essaye de se calmer, de se convaincre qu'il s'agit d'un simple cauchemar, le cauchemar familier qui le hante depuis l'accident. Pourtant, il se met à gémir de terreur quand il regarde devant lui. Le cou tourné dans un angle impossible, papa le fixe de ses yeux morts. Il hurle encore et donne des coups de pied hystériques dans le siège de maman.
Elle s'affale un peu plus contre sa ceinture. Le mouvement de son corps projette une gerbe de sang sur le visage d'Antoine. Il pleure. « Maman, maman !» Une grande claque le fait alors sursauter et se réveiller totalement. « Il ne le fait pas exprès, Benjamin !» s'exclame Chris, qui s'est habitué à être tiré du sommeil par Tony. « Toi, ta gueule !» aboie l'adolescent. Il attrape le col du pyjama d'Antoine et le secoue. « Tu vas fermer ta putain de gueule, petit merdeux !» Tony prend une inspiration tremblante et hoche la tête. Ses rêves sont déjà assez pénibles et humiliants sans que cet abruti vienne ajouter son grain de sel. « Oui, oui, c'est bon, je suis réveillée, désolé. » Benjamin le relâche d'un geste violent qui l'envoie cogner le mur derrière lui. « Y a quoi qui tourne pas rond dans ta putain de tête? Quand je baisse, j'ai pas envie d'entendre un mioche alerter tout le voisinage, bordel. » Tony essuie les larmes sur son visage. « Et en plus, tu m'as fait débander. » Une lueur malsaine traverse son regard. Chris la voit aussi et tente d'intervenir à nouveau. « Benjamin, arrête. Je t'ai dit de la boucler, sinon tu seras le prochain sur ma liste, » dit-il sèchement en pointant l'index vers lui sans même se retourner. Puis il attrape une pleine poignée de cheveux de Tony et le rapproche de lui. « T'as une idée pour te faire pardonner ? » ?»« Lâche-moi, grogne Tony. » Benjamin ricane. Mauvaise réponse. Il pose la main sur la fermeture éclair de son jean. Tony ne saura jamais ce qu'il s'apprêtait à faire, car Chris s'élance vers lui et le percute de tout son poids. Il roule au sol en se bagarrant dans la pénombre. « Chris !» gémit Tony en voyant la plus grande des deux silhouettes prendre le dessus sur l'autre. Il détale hors de la pièce pour alerter Valentin, qui dort dans un fauteuil dans le salon avec des écouteurs sur les oreilles. « Valentin !» Il le secoue et l'adulte finit par ouvrir des yeux ensommeillés. « T'as encore fait un cauchemar ?» marmonne-t-il. « Non, Benjamin est en train de faire du mal à Chris dans notre chambre, vite !» Valentin monte l'escalier 4 à 4. Tony lui emboîte le pas. Valentin fait rebondir la porte contre le mur en l'ouvrant. À la lumière du couloir, Tony découvre Chris allongé sur le ventre, son bas de pyjama baissé et le bras tordu en arrière par Benjamin qui se dresse au-dessus de lui. « Lâche-le !» hurle Valentin. Il l'attrape par le cou pour le ceinturer et le maintenir à distance du garçon. Tony se précipite vers son copain pour l'aider à se relever. Ce dernier se tient le coude en grimaçant. « Je crois qu'il m'a pété le bras, ce gros fils de pute. » D'autres adultes, alertés par les cris hystériques de Benjamin, se joignent bientôt à la mêlée et parviennent à l'immobiliser. « Lâchez-moi ou je vous crève tous !»« Virez-le de là, exige Valentin. Appelez les flics et débarrassez-moi de lui. » Après un instant de flottement, il l'entraîne hors de la pièce, sous le regard curieux et les chuchotements des gosses sortis de leur chambre pour assister à la scène. « T'es sûre de toi ?» s'inquiète Latifa, la seule collègue encore présente dans la pièce. Et pour cause. Elle est bien consciente que cette décision marque un tournant irrévocable dans la gestion du foyer, vu le scandale que l'arrestation de Benjamin risque de provoquer. « Ouais, je veux que ce dégénéré dégage d'ici. »« Ok, c'est toi qui vois. » Elle referme la porte en sortant. Valentin se laisse alors glisser contre le mur jusqu'au sol et il plonge la tête dans ses mains. « J'en peux plus de toutes ces conneries, putain, j'ai pas signé pour ça. »« Valentin ?» murmure Tony en l'entendant pleurer. L'adulte prend une grande inspiration et relève son visage torturé vers eux. « Ma femme veut divorcer. Elle ne comprend pas pourquoi je me mets dans un état pareil pour des gosses qui ne sont pas les miens. Comment je peux ne pas me rendre malade quand un ado fracassé par la vie cherche à en violer un autre que je suis censée protéger lui aussi? Je fais quoi, moi ?» Pour nous, c'était la première fois, lâche Tony dans une tentative de réconfort. « Mais pas pour Joséphine et Charlotte », ajoute Chris. L'expression de Valentin se transforme en souffrance à l'état brut. « Je vous jure que j'ai signalé son comportement à l'ASE. Je vous le jure, mais tout le monde s'en branle. Personne ne sait quoi faire d'un cas comme lui. Et voilà le résultat. » Il passe une main tremblante dans ses cheveux et se remet à sangloter devant les deux gosses désemparés par sa détresse. Merci. Très beau choix de passage, en effet. C'est celui peut-être qui marque le début de livre et qui montre à quel point tout le monde est désemparé. Au final, personne ne sait quoi faire, que ce soit les enfants, que ce soit les éducateurs. Au final, tout le monde est perdu et tout le monde est aspiré par cette spirale totalement négative, puisque tout le monde souffre en réalité. Tout à l'heure, vous parliez de cette troupe, on peut dire ainsi, en tant qu'auteur policier, en tant qu'auteur de thriller, et vous remerciez certains auteurs comme Jacques Saucé ou Yvan Zinberg à la fin du livre pour leur
pour leur aide sur certains domaines, notamment dans la filière policière, mais j'imagine que c'est le cas aussi dans la filière juridique parfois. Comment vous travaillez finalement ensemble sur certains sujets? Est-ce qu'il y a eu parfois des conflits ou des collusions sur certains sujets que vous vouliez aborder en même temps? Est-ce qu'il y a eu parfois certains auteurs qui se sont tout simplement retirés d'un sujet au détriment d'un autre? Alors, oui, alors là, moi, rien ne m'aurait fait reculer parce que j'ai découvert, par exemple, que avec Cécile Cabanec, en fait, finalement, on a travaillé sur le même thème et bon, moi, je ne le savais pas et probablement elle non plus dans l'autre sens. Donc, en fait, on a sorti nos livres et voilà, ils ont le même thème. Après, de toute façon, qu'est-ce qui n'a pas été écrit? C'est notre sensibilité qui fait toute la différence, la façon dont on va traiter le sujet. Je sais que oui, effectivement, quand Olivier a décidé, par exemple, d'écrire son livre sur les migrants entre deux mondes, Jacques avait prévu aussi de traiter le thème, Jacques Sausset, je précise, et finalement, il a abandonné son idée, il a juste fait une toute petite mention, en fait, d'un passage dans un camp, on va dire, mais bon, c'était plus des migrants, plus forcément. Alors après, moi, c'est vrai que sur ce livre-là en particulier, Laurent Guillaume se souviendra du salon où je l'ai coursé pendant tout le salon, parce que comme il a bossé à la BAC du 94, lui, c'était tout ce qui était la partie drogue et comment on s'endette auprès d'un dealer. Yvan Zinberg, c'était plus le côté procédural. Et puis après, bah, j'ai un autre copain, donc on est parti à Lanzarote ensemble et on attendait le car pour partir en excursion. Et je l'ai pris à part et donc il m'a donné plein d'infos sur comment travaille le procureur, la police. Donc ce qui m'a donné les bases après pour faire mes recherches et pour justement que ce soit un minimum cohérent. Après, ça reste un roman. Hein. Je fais pas, je suis pas enquêtrice, donc il peut rester des erreurs procédurales. Bon, après, je fais pas un roman de procédure. Je fais un roman pour raconter une histoire. Et justement, certains travaillent, beaucoup d'auteurs policiers en ce moment travaillent dans la police, dans la partie juridique ou autre. Vous travaillez apparemment dans la finance. Est-ce il me semble pas que vous avez déjà fait un roman au sein de cette thématique-là, au sein de la finance, et vous avez sûrement beaucoup à dire. En tout cas, le nombre de délits financiers est grand. Ouais, alors, moi, je suis pas dans la grande finance. Hein. Je suis du côté des artisans commerçants. Donc, bon, on va dire, il n'y a pas de choses horribles. Après, si, ma première nouvelle, la promotion, elle était liée au métier de la finance. Mais bon, voilà, juste comme toile de fond, quoi, sans plus. Très bien. Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pardon, je suis désolée. Non, pour moi, ça va. Si je peux répondre à des questions, n'hésitez pas en tout cas, mais sur peut-être le travail mené avec Claire ou autre chose, mais Oui, je oui, n'ai rien à ajouter. Je trouve que c'est très complet. tu nous en as parlé légèrement tout à l'heure, mais tu pourrais peut-être développer la façon de travailler avec elle sur les ajustements. Tout à l'heure, tu disais que sur Inexorable, le travail avait été, il me semble que c'est sur Inexorable, Sur la chair de La sa chair chair. de sa chair. sur la chair de sa chair, puisqu'il était forcément plus intime. Sur celui-ci, il y a peut-être eu moins de travail ensemble, ou comment ça s'est passé entre vous deux? Je Comment ça dirais, s'affine? Comment votre relation s'affine vu que c'est le troisième, je crois, que vous avez fait oui, ensemble. J'imagine que la relation commence à s'affiner, commence à être fluide de plus en plus. Euh, oui. Ah oui, oui, bah, je pense, après, c'est ma version, hein. Claire pourrait peut-être répondre autrement, mais la difficulté, c'est toujours le premier texte qu'on va faire avec un auteur, une autrice, et de savoir déjà non seulement jusqu'où on peut aller, quel texte on va trouver et comment vont être perçues les remarques. Ça, c'est une vraie, vraie question et j'ai de la chance parce que jusqu'à présent, même chez Stock ou Fleuve, j'ai jamais ressenti, ça a pu m'arriver, mais quand même, ça arrive, mais de, comment dire, bah, de blocage sur cet échange qui est l'échange éditorial sur les améliorations possibles dont tu parlais. Et je dirais que là où il y a eu effectivement le plus de travail, ça a été sur la chair de sa chair. Et c'était pas tant avec Claire, c'est jamais sur le rythme et la tension.
Là-dessus, j'ai rien à lui proposer parce que de toute façon, elle sait, elle connaît très bien. Même elle va très vite. À la limite, ce que je lui demande le plus souvent, c'est sur, comment dire, sans dévoiler toutes les coulisses, mais c'est plus sur justement, là ça a été le cas, ça a été plus léger que sur le précédent, sur ramener, des précisions sur des personnages et cetera et cetera. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça se fluidifie de livre en livre. Après, chaque livre, c'est une nouvelle aventure quand même. On repart jamais de zéro. Et en plus, il y a des choses qui progressent d'un livre à l'autre, je trouve. Des choses parfois que je vais retrouver, que ce soit chez Claire ou d'autres auteurs, des remarques, des conseils ou des choses dont on a discuté qui disparaissent d'un livre à l'autre. Et puis voilà, et puis c'est d'autres choses qui viennent dans l'objet de la discussion. Mais c'est vrai que j'y vais avec moins d'appréhension. Il y a toujours une petite appréhension. Et puis, je pense que pour Claire, il y en a une de se dire, est-ce que ce texte va, je sais pas, lui plaire? Est-ce que ça marche? Je suis pas la première lectrice de Claire. Ça, c'est important de le dire. Elle a des bêta-lecteurs, dont sa maman. Hein, je dis pas tout, mais voilà. Donc, des gros, Et gros Jacques? lecteurs. Ben ouais, non, mais et Jacques. Mais je pense qu'il y a quand même toujours une appréhension des deux côtés. Et moi, même si ça se fluidifie et qu'on sait, je peux lui dire de plus en plus certains points qu'elle connaît, que je peux reprendre d'un livre à l'autre, bah, il y a toujours l'appréhension de dire est-ce que ça, elle va l'accepter? Est-ce que ça, pour ça, je vais pas trop loin? Donc c'est toujours une habile discussion et une manière de noter les choses. Parce que souvent, on fait un petit rendez-vous ensemble. J'aime bien qu'il y ait une partie en chair et en os où on échange. Mais il y a aussi Claire est très moderne dans son rapport au texte. Elle travaille pas sur papier forcément, donc c'est beaucoup du Word. Alors là, je vous donne le détail, mais suivi des modifs. Et je fais toujours attention dans la marge, dans les commentaires, à dire tu penses pas que tu devrais truc. Alors c'est beaucoup de conditionnel parfois. Ça a l'air d'être un peu pris avec 15 pincettes, mais je préfère plutôt que d'arriver avec le stylo rouge comme une prof et dire non, ça non. En fait, c'est beaucoup de la subjectivité. Et à part, je le disais pour la chair de sa chair, où vraiment il y avait des questions de vraisemblance qui étaient importantes. On garde une part de mystère et de fiction, mais il faut quand même que tout soit vraisemblable. Et là, bah, on a été magnifiquement aidé par, en effet, une amie d'amis psychiatre, en plus spécialisée dans la schizophrénie. Enfin, c'était absolument parfait son profil. Et là, on a réfléchi, on s'est dit comment elle peut s'en sortir sans que ce soit galère, parce que on peut donner une remarque, dire là, ça marche pas. Enfin, dans la mesure du possible, c'est bien de dire écoute, j'ai pas la solution, je suis pas romancière, mais tu pourrais peut-être aborder sous cet angle-là. C'est un peu, voilà, sur, je dirais, l'aspect réaliste. Que ça compte. Mais notre travail, on se connaît de mieux en mieux, je pense. Donc on peut même en rigoler. Et puis je pense que Claire a ses tics et moi j'ai mes tics d'éditrice. Parfois je bug sur des trucs que personne va voir et je peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est comme les auteurs. Et pour la petite anecdote, justement, elle dit on peut en rire. On était à Brive ensemble et elle a vu Nicolas Druard. Et donc, puisqu'elle venait de rendre son prochain texte. Et là, je dis à Nicolas, si elle veut te voir en direct, Nicolas, ça va pas, ça, tu vas te faire défoncer et tout. Et alors, il dit, ah, tu crois? Et en fait, voilà, pour la fameuse anecdote sur on peut en rire, oui, on en rit. Oui. En fait, c'est que de l'amélioration des échanges. Et ben Nicolas, en effet, on a fait un petit rendez-vous de 8 à 10 avant les signatures à Brive. Mais voilà, c'est des moments joyeux et sympas. C'est pas... L'idée, c'est pas que ce soit le goulag du tout. Et puis moi, je suis pas romancière aussi. Il y a des éditeurs qui sont romanciers par ailleurs. Moi, je suis pas romancière, donc je me fais toute petite quand même dans les retours. Hein. Inexorable discours, et ce sera mon deuxième jeu de mots de la soirée. Non, mais c'est grandiose! On n'a pas parlé de la suite d'ailleurs, Claire. Alors, en effet, il va falloir défendre celui-ci, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci vu la qualité de ce roman. Mais la suite, on en a parlé brièvement tout à l'heure pour savoir si, selon la localisation, France ou États-Unis, le genre serait différent. Mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose en préparation? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose peut-être de terminé? Où vous en êtes sur... Alors, terminé, non, parce que là, vraiment, il vient de sortir. En plus, bon, bah, voilà, pour des raisons personnelles, moi, c'est vrai que j'ai déménagé. Donc, en fait, ça m'a quand même pris beaucoup d'énergie pour
Voilà, donc du coup, je suis pas encore au stade d'écriture, mais je suis au stade plan. Voilà, donc mais comme je disais, pour moi, une fois que j'ai le plan, j'ai quand même beaucoup de choses. Donc voilà, c'est des personnages, ça y est, qui commencent, des scènes qui commencent à me tourner autour. Et donc une fois que j'en suis là, bon après, moi octobre, c'est pas ma date préférée de sortie. Donc, si on peut revenir à du mars, mais donc forcément du mars, c'est pas dans 6 mois, donc c'est dans 1 an et demi. Voilà. Donc, si Marie cautionne, ça serait plutôt pour ces eaux-là. Donc, j'ai le temps, je suis pas aux pièces, quoi. C'est marrant, je voulais t'en parler à Brive et je me suis dit non, lâche-lui la grappe, ça va, attends un peu et je me réfrénais, sache-le. Mais oui, oui, bien sûr. Je vois que Voilà, vous savez tout. et oui, je vois que vous n'êtes pas rancunière avec Mars en plus, hein. Non, Pourquoi mars? Ah oui, non, bah oui, non, mais si, je suis rancunière, c'est pour ça que celui-là, je voulais qu'il sorte en octobre. Parce qu'en fait, j'avais dit, c'est bon, je me suis tapé 2 confinements, je ne me ferais pas avoir une troisième année de suite. Mais non, bon, là, sauf s'il y a une nouvelle épidémie, là, logiquement, mars, ça redevient un mois serein, quoi, normalement. oui. Non, mais on va tout faire pour que mars. Après, je réinsiste, mais les cicatrices en mars 2020, ça a été un grand succès. On a réussi à trouver des manières voilà, de faire bien exister le livre et on a été même étonné par rapport au contexte, quoi. Ça s'est super bien passé. Eh bien, tant mieux parce Parce que que justement, enfin moi, là où je suis impressionnée, c'est que HarperCollins, donc même si, bon, visiblement, potentiellement, il y avait peut-être des doutes ou en me disant que j'ai pris un risque que moi, je n'ai vu à aucun moment, c'est des gens qui mettent des trouvailles. En fait, ils sont toujours en train de chercher d'autres solutions, en train de défendre les livres avec des idées. Par exemple, là, à Noël, les petits chocolats avec les couvertures des livres, c'est génial, quoi. Enfin, tout est génial. Dès qu'ils ont une idée, c'est génial. Les blogueurs qui ont reçu les petits bracelets de naissance, je trouve ça, à chaque fois, ils ont la bonne idée, quoi, pour le... C'est génial. Enfin, voilà, moi, je suis pas... Ah non, bah merci. Bah, c'est vrai que pour chaque livre, c'est quelque chose que je découvre parce que j'étais dans des maisons. Alors, non, pas Fluff, parce que Fluff, c'était Univers Pocket et tout, donc il y avait des gros services marketing aussi, mais j'étais dans des maisons plus classiques dans le passé et c'est en train de changer. Et à une époque, pourtant, je suis pas très vieille, mais où le marketing, c'était un peu un gros mot pour accompagner un livre. Et c'est des choses qui ont beaucoup changé chez tous les éditeurs. Et chez Harper, ils ont, je dirais, une petite longueur d'avance et il y a des échanges beaucoup entre pays. Alors, c'est pas faisable sur tous les livres, puisqu'il y a des livres qui s'y prêtent pas forcément, mais sur le thriller, on peut vraiment s'amuser à inventer des choses. Et Claire, bah voilà, ses romans s'y prêtent beaucoup et on a une équipe marketing très au taquet. parfait, parfait. Il est temps de vous remercier toutes les deux. Merci infiniment. Merci à tous. Et une fois de plus, donc, pour ceux qui n'ont pas encore découvert Claire Favant, il va falloir s'y atteler grandement. Vous pouvez commencer par n'importe lequel puisque vous allez être saisi, ça c'est une certitude, mais vous pouvez commencer par celui-ci sans aucun problème. Avec une dualité, on le répète, il y a une dualité partout, mais là, pour le coup, vous allez être surpris par la dualité que Claire a façonnée et a écrite. Donc, découvrez-le avec un immense sourire. Il va falloir avoir un petit peu plus de courage pour avoir le sourire, certes, mais vous allez voir que vous allez prendre votre pied. C'est addictif, on l'a dit régulièrement. Donc, n'hésitez pas à découvrir de nulle part Claire Favant chez HarperCollins. Et on Merci. remercie Anthony, Ouais, parce que merci beaucoup, vraiment, hein. c'est trop, trop bien. Voilà. Merci pour ces soirées et de permettre aux auteurs, aux éditeurs de rencontrer bah, les lecteurs comme ça aussi, de manière aussi riche, avec plein d'aspects du livre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne Au soirée à tous. revoir. Merci à tous, bonne Au soirée. revoir, à bientôt. Merci, au revoir.